2 à Noël. Donc des journées moins courtes, plus courtes et beaucoup moins de vacances. Et en France, on a des journées beaucoup plus longues et beaucoup plus de vacances. Est-ce qu'il y a des études qui montrent si les enfants français sont plus ou moins Non, fatigués que les enfants italiens? on a beaucoup mis en avant à ce moment le système allemand, hein, où vous avez classe tous les matins, et puis activité physique ou autre l'après-midi, et puis les Allemands eux-mêmes en reviennent. Ils s'aperçoivent que c'est pas, finalement, faire 5 heures de cours le matin, la suite c'est de la folie. Il vaut mieux que ce soit réparti dans la journée en exploitant les heures, comme on l'a dit tout à l'heure, où la mémorisation, où l'attention est la meilleure par rapport à certaines activités. Je crois que c'est de répartir dans la journée, ça me paraît logique. Après, on va épiloguer sur le mercredi matin ou le samedi matin. J'avoue que j'ai pas trop de... Je prends plus parti. Après, on va me faire porter le chapeau. Après, il faudrait mesurer le nombre de prix Nobel au mètre carré. C'est quand même aux États-Unis qu'ils sont. Mais ils ne sont pas américains. Non, il y a, Oui, voilà, il y a eu une migration, d'ailleurs, je pense. donc... Il y a un problème important de rencontre, disons, dans les contacts qu'on peut avoir avec les parents, c'est de leur faire comprendre qu'il y a une hétérogénéité physiologique selon les individus. C'est-à-dire qu'il y a une grande variation. Vous avez des enfants normaux qui vont marcher à 9 mois, 10 mois, d'autres qui vont marcher qu'à 14 mois, d'autres à 15 mois. On commence à ne parler de retard de la marche qu'à 2 ans. Toute considération neurologique mise à part, pour un enfant de développement normal, il n'y a pas eu de trouble particulier. C'est dire qu'il y a des grandes variations. Or, on a trop tendance à vouloir classer les enfants. Il a marché tôt, comme s'il allait être plus intelligent que d'autres. Donc c'est sûr qu'il y a une... Ce que certains parlent, notamment dans les petits bouquins de Vermeil, c'est bien, il y a une sorte de précocitomanie des parents qui souhaitent que leur enfant, il faudrait qu'il marche le plus tôt possible, qu'il parle le plus tôt possible. Hein, ça, c'est... On a l'impression qu'ils sont valorisés eux-mêmes, les parents, alors que finalement, vous avez des enfants normaux qui vont marcher qu'à 18 mois ou à 2 ans. Et vous avez des enfants qui ne commencent... La structuration du langage, c'est quelque chose de phénoménal. Hein, les premiers mots, ça va être 9, 10 mois, 12 mois. Et puis, souvent, ils accumulent du vocabulaire, mais ils ne ressortent rien. Et puis, c'est à 2 ans que la structuration du langage va se faire. Puis, c'est là où ils vont commencer les premières phrases. Mais vous avez le nombre de parents qui s'inquiètent de façon non justifiée. Et cette inquiétude, elle n'est pas bonne. Parce qu'ils vont avoir un comportement vis-à-vis de leur enfant qui ne sera pas bon, qui ne sera pas sécurisant. Ils vont vouloir... il faut respecter, vraiment, il y a des rythmes d'apprentissage qui sont très variés, très variables selon les enfants. Ça, c'est sûr, c'est un problème de maturité. Bon, c'est sûr que le milieu socio-économique joue un rôle. C'est-à-dire que les stimulations, quand on a posé souvent la question sur ce que je pensais de l'école maternelle précoce et petite section d'école maternelle, c'est-à-dire à 2 ans. Oui, très bon, petit. Si vous avez une structure familiale solide, où les enfants peuvent être chez la tati, chez la mamie, les parents et tout, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez les conditions socio-économiques qui sont déplorables, à ce moment-là, c'est sûr qu'une scolarisation à 2 ans peut être souhaitable pour ces enfants-là qui, sinon, dans la journée, qui vont être un petit peu laissés à eux-mêmes. Donc je pense que là, les conditions de vie des familles entrent en ligne de compte. Donc, parce que c'est vrai que si vous avez une famille solide, s'il va à l'école qu'à 3 ans, pas de feu, c'est sûr. Là aussi, on a trop tendance à vouloir, disons, leur enseigner, apprendre à écrire, à lire trop tôt. Il ne faut pas griller les étapes. Les enfants qui sont aptes à lire et à écrire en grande section, d'autres au CP, d'autres à la fin du CE1. Dans la législation actuelle, en principe, ils doivent maîtriser la lecture et l'écriture à la fin du CE1. Mais il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus tard, et c'est pas pour ça que ce seraient des enfants handicapés. Vraiment, il y a une hétérogénéité dans les rythmes d'apprentissage des enfants qu'il faut respecter et qu'il faut connaître. Et c'est sûr que pour des enseignants, c'est pas évident, parce que la plupart du temps, je parle pas des
justement, c'est le problème des classes de niveau, mais la plupart des classes sont des classes hétérogènes. Pour un enseignant, c'est plus difficile. Il y a des enfants dont il n'a pas besoin de... Vous avez 20% des enfants, enfin schématiquement, dans une classe, l'enseignant, il n'a pas besoin de... Ça va très bien se passer. Par contre, vous aurez 20% d'enfants pour lesquels il va falloir une présence, s'en occuper beaucoup plus. C'est là où se pose le problème du deuxième enseignant. Dans le primaire, dans beaucoup de classes, certains, si vous aviez deux enseignants par classe, dans beaucoup de cas, pour les classes où vous avez l'apprentissage de la lecture et l'écriture, c'est sûr qu'on pourrait avoir peut-être de meilleurs résultats. Ça nécessite des moyens plus importants. Enfin, bon, c'est ce que prônent certains, hein. Je ne prends pas parti. Moi j'aime bien, je relève le terme de précocitomanie. Précocitomanie. Je trouve que c'est effectivement un effet de mode de la part des parents. Il y a une pression de la part des parents, il y a une pression sociétale actuelle pour... là j'ai en tête des cas d'enfants qui sont turbulents, qui n'arrivent pas à suivre en classe, dont les parents veulent absolument les faire reconnaître comme étant précoces, dont les enseignants, pour le coup, sont à la limite de se demander s'ils ne sont pas 10. Enfin, ça, donc, on est sur l'empan maximum de possible. Ça, c'est un peu le centre de Saint-Denis, puis la côte ouest, peut-être. Parce que, en discutant des enseignants, il y a quand même des quartiers, je pense qu'à Salazie, à Sillaeus, c'est moins une remarque qui est mise en avant. Exactement. C'est ça aussi. Ça dépend de la zone urbaine, des catégories socio-professionnelles, et c'est parfaitement corrélé. Oui, tout à fait. C'est impressionnant. On peut faire des corrélations ethniques, c'est interdit en France. Non, géographique suffira. C'est vrai que vous avez une pression qui est quand même extraordinaire. Oui, c'est sûr que oui, mais pour les enfants précoces, enfin à haut potentiel, pour utiliser le terme vous aviez, là j'ai un peu mauvais esprit, mais vous avez à la montagne, qui est quartier résidentiel et tout, vous aviez une sorte d'épidémie. Oui, comme par hasard. D'enfants à haut potentiel, oui, les parents, c'est... Bon. Et les vrais, les véritables enfants à haut potentiel, c'est plutôt un handicap. C'est clair. C'est un handicap d'insertion sociétale. Oui, parce que c'est souvent des enfants qui vont avoir des problèmes d'insertion scolaire et tout, et il ne faut pas s'en réjouir. Il vaut mieux avoir un enfant normal. Et ça devient de plus en plus difficile d'expliquer aux on parents on fait des classes spéciales pour ces enfants-là. Exactement. Ils sont tout de suite marginalisés. Vous en avez après qui décrochent complètement après le bac. Qui s'insèrent mal. Je rajoute une question, je suis enseignant, mais à la fac et je suis médecin, et c'est tout à fait à part, vraiment la crème de la crème. Mais en médecine, on a vraiment des parents, des personnes qui viennent avec un diagnostic qui est déjà fait sur Internet. J'imagine que vous avez aussi ce genre de parent qui vient, qui a vu sur Internet que parce que le petit turbulent est forcément futur président de la région, mais du conseil de la République. Et vous avez ce genre d'information parallèle qui vient sur les rythmes, sur ce qu'il faut faire et qui vous pollue, alors avec 30 parents multipliés par 2 à la fois, ou pas encore? Écoutez, moi je me rappelle avoir eu le cas dans ma classe d'une maman qui était persuadée, qui avait tout lu sur Internet, qui connaissait absolument tout sur tout, dont on l'a reçu avec la psychologue scolaire tranquillement. On lui a demandé de faire des tests médicaux, pour le coup des vrais tests. Et donc il a été avéré que l'enfant n'était pas EIP et était fortement turbulent. Et limite c'était de ma faute. Qu'il ne soit pas intellectuellement précoce. Bien sûr, forcément, c'est à cause de moi qu'il n'a pas été reconnu à l'époque intellectuellement précoce. Et donc, voilà. Non, je pense que, oui, donc l'effet de mode joue beaucoup. Il y a des parents, oui, maintenant, je pense qu'Internet permet des choses... fait que certains parents sortent des limites et qu'ils arrivent en tant que spécialistes dans l'école, quelque part, de plein de choses. Oui, le nombre des parents qui viennent en consultation, on peut dire mon enfant est hyperactif. Voilà, c'est les vrais hyperactifs, croyez-moi que... Le diagnostic il est déjà posé, vous n'avez plus qu'à dire oui. C'est extrêmement rare. Enfin, moi personnellement, j'en ai pratiquement jamais vu, mais dès que l'enfant est vrai hyperactif, dans un cabinet professionnel, il déménage, il touche à tout. Oui, c'est rare. Mais dès que l'enfant est un peu agité, bouge un peu, il est catalogué comme hyperactif. Alors après, s'il tombe sur
une certaine médecine avec des médicaments, là, c'est la catastrophe. Là, c'est réellement, mais c'est vraiment catastrophique. Donc là, il faut qu'il soit conseillé par des psychologues avertis et qui sachent bien faire passer le message pour dédramatiser un peu les choses. Les vrais hyperactifs, c'est rarissime. Pour moi, c'est rarissime. Mais est-ce que ça existe vraiment, tous les enfants précoces à haut potentiel? Parce qu'en Italie, il n'y a pas. En Italie, il n'y a pas d'orthophoniste. En Italie, on ne parle pas de toutes ces choses-là. Et... Oui, non, mais vous êtes bavard de naissance en Italie. Oui, mais voilà, donc je me demande, est-ce que ça existe vraiment? Parce que c'est comme pour les maladies. Il y a un tas de maladies qui, il y a 50 ans, n'existaient pas. La classification là, qui reflète de la psychiatrie, hein, on a dit la classification américaine de la psychiatrie, a inclus, c'est un autre débat, mais a inclus des pathologies comme l'hyperactif ou le moyen hyperactif ou super, etc., qui effectivement nécessitent des traitements particuliers. Il y a quand même quelques fortes suspicions que ces maladies n'aient été introduites dans la nomenclature que parce qu'il y avait des lobbies pharmaceutiques qui derrière voilà, avaient la pilule bleue ou la pilule rouge pour ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est une question... Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a certains laboratoires qui ont mis la pression pour pousser sur une certaine pathologie ou pseudo-pathologie. Alors après, peut-être que les pizzas et les pâtes en Italie protègent contre ce genre En tout cas, on a beaucoup de prix Nobel. Beaucoup de prix Nobel. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Comme quoi les pâtes, non, mais je veux dire, comme tout système à grande échelle, tout est régi par une courbe en cloche. J'ai l'impression que bon, on prend la courbe en cloche et on fait toujours des tranches de plus en plus petites. Enfin, à chaque fois qu'on s'éloigne de la moyenne, on met un nom, voilà, on est à un delta de la moyenne, on est comme ça, on est à 2 deltas de la moyenne, on est hyperactif. Mais que c'est tout à fait normal, voilà, c'est une distribution. La notion de quotient intellectuel, ça a été inventé par des Français. Hein. Les tests la psychométrie qui a mesuré le quotient intellectuel, c'est franco-français. Donc on est quand même spécialisé là-dedans. Les échelles qu'on fait passer, les tests Wechsler sur verbal, la logique, enfin tous les tests qui permettent de déterminer le QI, on a énormément développé ça en France, donc effectivement... Oui, mais est-ce que... c'est de plus en plus discuté, hein. QI, oui, mais en tout cas, celle-là, elle sert encore pour déterminer les enfants précoces, le QI supérieur à 120, enfin, donc ça reste, culturellement, il y a quelque chose... Oui, mais même si c'est discuté, comment tu peux prouver que quelqu'un qui a un QI de X... parce qu'après, c'est par rapport à une moyenne, tout ça. Pas oui, moyenne, après, si j'ai bien compris, avant il y avait un QI, maintenant on parle d'intelligence multiple. Donc oui. voilà, donc à la fin. Pour moi, une des meilleures définitions un peu de l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à des situations nouvelles. C'est voilà. Là où on voit, je crois que c'est ça le plus important. Mais plutôt que de les classer, les chiffrer et tout. Mais pour mesurer la question... Pour ceux qui font de la recherche, bon, ça peut rendre service. Mais pour mesurer la question de la précocité, on se sert encore beaucoup du QI. Hein. Oui, mais est-ce que tu as une preuve que quelqu'un qui a un QI supérieur à quelqu'un d'autre va faire à chaque fois les choses mieux que l'autre? Pas forcément. Pas forcément, c'est des capacités qu'il a, mais dans un domaine très précis. Hein, c'est logique, verbal, je ne sais plus quels sont les... C'est des domaines qui sont très... c'est très carré, mais tout ce qui est intelligence émotionnelle, tout ce qui est intelligence musicale, etc., c'est absolument pas mesuré dans le test de QI. Voilà, donc heureusement qu'il y a d'autres formes d'intelligence et qu'on s'en tient pas... Oui, qu'on garde le côté humain quand même. Qu'on garde le côté humain, oui. Mais ça reste il faut que ce soit homogène. Hein, si vous avez, Donc pour vous, ça a un sens d'avoir des enfants au potentiel précoce et ceci et cela. Ça a un sens. Oui, ça existe. Ça existe parce que vous l'avez inventé, mais est-ce que ça a un sens? C'est ça la question. Moi, ça a un sens, si tu veux, par rapport à des enfants. Je pense aux enfants que j'ai pu voir, ou les parents surtout que j'ai pu voir, dont les enfants sont dits haut potentiel. On a fait passer effectivement un test de QI. Ce sont des enfants qui ont des questions existentielles qui sont assez surprenantes par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport au sens de la vie, qui ont une hypersensibilité par rapport à ce qu'ils sentent,
qui ont une capacité de mémorisation et qui sont fixés sur des sujets dans lesquels ils peuvent être très bons, et ça va poser problème en classe parce qu'ils vont remettre en question l'enseignant, qui ont un souci très fort de la justice par rapport à ce qui va se passer dans la classe et ce que va faire l'enseignant. Ils vont être capables de dire mais non, là je suis pas d'accord, et donc ça va poser des problèmes d'adaptation à l'environnement scolaire. Je vais te parler d'exemples où j'ai eu des étudiants quand j'abordais ces questions-là qui m'ont dit ah mais moi j'étais ce que vous décrivez, j'étais cet enfant-là, c'est-à-dire que j'étais hypersensible, j'étais tout le temps chez le CPE parce qu'on me virait, parce que le prof disait que j'étais insolente, parce que je contredisais ce qu'il disait. Et ce que je disais était juste, c'est-à-dire que le prof pouvait se tromper, mais c'était inadmissible parce qu'il y avait quelqu'un en face qui avait une hyper-sensibilité, une hyper-maturité, une hyper-spécialisation dans un domaine. Et le problème, c'est que ça pose des problèmes d'adaptation pour l'enfant qui se sent en classe. Et ça devient des perturbateurs, tu vois. Et les parents qui sont aussi en difficulté en disant mais il me pose des questions, mais je ne comprends pas. Et puis sur la mort, il a des doutes, des questionnements que n'ont pas les autres, n'ont pas les autres enfants, et ils sont même des fois obligés de se restreindre pour essayer de faire semblant d'être un peu comme les autres, mais ils ne sont pas comme les autres parce qu'ils ont des centres d'intérêt qui sont différents. Tu vois, alors on les a mis dans les enfants à haut potentiel, mais en tout cas ils existent dans le sens tu vois, de ces difficultés d'adaptation. Comme parler des Asperger là. Ah oui, ouais, c'est oui, ça. alors voilà, par exemple, une catégorie d'autisme particulier. C'est l'hyper-spécialisation dans son cerveau. Oui, alors là, l'extrême, c'est effectivement l'intelligence sociale qui fait que ils sont dans leur monde, brillantissimes, mais dans leur monde. Enfin, il y a des films très là-dessus. Enfin, entre ça et le film d'oursin, il faut choisir quand même. Après, ce ne sont que des échelles qui permettent d'essayer de comprendre, mais surtout ne pas cataloguer, ne pas enfermer dedans, ou diagnostiquer dans quelque chose où l'enfant serait complètement enfermé, puis après médicalisé quand on parle d'hyperactivité. Alors effectivement, ce genre d'échelle aussi, ça rassure des parents qui ont besoin de se rassurer, de dire mais qu'est-ce qu'il a mon enfant. Oui, ils ont besoin d'avoir un diagnostic de poser, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut aider, mais il ne faut pas que ça enferme. Parce qu'après, c'est des processus développementaux. Pour aborder un problème purement médical, ce qui est très